Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour votre édition du 15h de ce mercredi 21 janvier. Au sommaire de cette édition. Eh bien, nous verrons le quatrième séminaire de l'ECUSUF qui s'ouvre à Djibouti. Régional à présent, un navire humanitaire turco-qatarien accoste au port du Soudan sur fond de famine imminente. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous informer. La Cour des comptes de Djibouti, en sa qualité de président en exercice de l'ESCUF, a procédé à l'ouverture officielle du 4e séminaire professionnel de l'Association des institutions supérieures et de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français, consacré au thème de la modernisation et de la transformation des institutions supérieures de contrôle. Cette cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue sous la présidence du ministre de la Justice est chargée des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, en présence de la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que l'ambassadrice de l'Union européenne, l'ambassadeur de France à Djibouti, du représentant des programmes des Nations Unies pour le développement, ainsi que de nombreuses délégations issues des pays francophones membres de l'ESCUF. L'événement qui a enregistré la participation d'autres autorités nationales, notamment le vice-président de l'Assemblée nationale, les élus locaux et les secrétaires exécutifs du portefeuille de l'État, ainsi que de nombreux représentants des institutions publiques et des départements ministériels. Dans un discours prononcé à cette occasion, la première présidente de la Cour des comptes de Djibouti a souligné l'honneur pour Djibouti d'accueillir ce rendez-vous international majeur et a rappelé également le rôle central des institutions supérieures de contrôle dans le contrôle indépendant des finances publiques, la promotion de la bonne gouvernance ainsi que la transparence de la reddition des comptes. Elle a également mis en exergue l'engagement commun des membres de l'ESCUF en faveur des normes internationales, des valeurs de la francophonie et de renforcement des capacités institutionnelles. La première présidente de la Cour des comptes a par ailleurs insisté sur la profonde mutation auxquelles font face les institutions supérieures des finances publiques orientées vers les résultats de l'émergence d'un nouveau acteur de digitalisation des procédures ainsi que l'exigence accrue en matière de droits de l'homme et de l'efficacité d'action publique. À l'heure où le multilatéralisme, pour ce qui concerne les relations entre les États, et l'état de droit, pour ce qui concerne les relations entre l'État et les individus, sont remis en question, à l'heure où de grandes nations fondatrices des Nations Unies s'écartent ostensiblement de ce que nous croyons jusque-là partager indéfectiblement avec elles, il est, je crois, important que les pays et les représentants qui croient plus que jamais que le droit et le respect de l'autre sont à la base de la paix dans le monde, se parlent, se retrouvent et se confortent mutuellement. Après l'intervention de l'ambassadeur de la France à Djibouti, nous verrons le discours de la directrice des relations internationales, suivi de la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, qui reviennent sur l'importance de cette coopération. Le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui nous réunit à un moment charnière. Les défis auxquels sont confrontées nos institutions rendent plus que jamais leur nécessaire transformation et modernisation afin de permettre à nos institutions de remplir pleinement leur mission au service de l'intérêt général. L'essor de la révolution numérique a profondément modifié et continue de modifier notre manière d'appréhender le contrôle des finances publiques. Pour rester pertinentes, efficaces et efficientes, nos institutions doivent diversifier et moderniser leurs pratiques, notamment en intégrant les technologies numériques tant dans leur fonctionnement que dans leur méthode de travail. Par ailleurs, les différentes crises sécuritaires, économiques et sociales que nous traversons confrontent nos sociétés à des bouleversements profonds qui interrogent le rôle, la place et les responsabilités des institutions publiques et renforcent les attentes des citoyens à leur égard. Permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi que la Cour de compte de Djibouti pour l'organisation de ce séminaire professionnel de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant l'usage du français, pour avoir organisé ce séminaire et d'y avoir associé l'Organisation internationale de la francophonie.
au nom de son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale, je souhaite également féliciter Madame Ismaha Ibrahim Mahamoud, première présidente de la Cour des comptes de Djibouti, élue à la présidence du bureau de l'ESCU pour la période 2025-2028. L'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, ESCUF, a été créée à Paris en 1994 et réunit aujourd'hui une quarantaine d'institutions supérieures de contrôle. La ESCUF fait partie de ce réseau restreint que constituent les 16 réseaux institutionnels de la francophonie, un dispositif cher à l'OIF. Ces 16 réseaux institutionnels fédèrent eux-mêmes près de 600 institutions membres dans plus de 60 pays de l'espace francophone, dans des secteurs aussi variés que les institutions supérieures de contrôle, mais aussi le droit, la justice, les médias, le droit de l'homme, la médiation et les élections. Nous allons suivre à présent l'intervention de la présidente de la Cour des comptes qui revient sur les enjeux des responsabilités. On l'écoute. Est une réponse donc pour nous inscrire dans cette dynamique de transformation de notre environnement global et immédiat à la fois. La force de nos institutions réside en sa capacité d'être proactive, d'être un espace de réflexion, de coopération internationale et d'échange d'expériences, de bonnes pratiques à travers des défis qui nous sont communs. Ce séminaire d'aujourd'hui s'inscrit donc dans cette logique de développement des capacités durables de nos institutions, qu'elles soient professionnelles, institutionnelles ou organisationnelles. Les résultats de cette réflexion commune et les orientations que nous arrêterons à l'issue de nos échanges resteront de feuilles de route pour enrichir le développement de nos institutions de part et d'autre. Excellences, Monsieur le Ministre, avec votre permission, je remercie l'ensemble des délégations et plus particulièrement les chefs d'institutions supérieures de contrôle des finances publiques qui ont répondu à notre invitation et dont la présence à Djibouti rehausse la qualité des échanges dans le cadre de ces séminaires. Mes remerciements s'adressent également à la Cour des comptes de France, secrétaire général permanent de notre association, qui ne ménage aucun effort pour porter les valeurs de la ESCUF, celles de la francophonie, mais également pour son appui inestimable dans le cadre de la préparation de ces séminaires. Et le ministre de la Justice, Alassane Baden, a refermé le discours, rappelant des cadres juridiques. On l'écoute. Permettez-moi d'abord de vous remercier chaleureusement et de souhaiter la bienvenue à un agréable séjour aux délégations de l'association des institutions de contrôle supérieurs francophones et des pays amis venus partager avec nous leur expertise et leurs bonnes pratiques. Il m'est choix de prononcer le mot d'ouverture de cet important séminaire sur la transformation et la modernisation des institutions supérieures de contrôle organisé conjointement par l'Association des institutions supérieures de contrôle francophones, la ESCUF, et la Cour de compte de Djibouti notamment, qui depuis une décennie ne ménage aucun effort pour renforcer et moderniser le système de contrôle des finances, un engagement qui doit être salué et encouragé. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, le gouvernement de Djibouti a depuis plusieurs années lancé de nombreuses transformations et des initiatives visant à mettre en place un cadre institutionnel et normatif facilitant cette transformation numérique de différents acteurs de développement, qu'il s'agisse d'acteurs publics ou du secteur privé. C'est dans cette optique qu'a été créé au sein du gouvernement un département dédié exclusivement à l'économie numérique et à l'innovation, que l'Agence nationale de la sécurité informatique de l'État et l'Université de Djibouti travaillent sur le développement de l'intelligence artificielle, une technologie qui, si elle est utilisée à bon escient, peut être un levier majeur de développement durable, et que le gouvernement a aussi récemment adopté un code numérique pour réguler les différents aspects de la transformation numérique dans notre société. Je disais donc que le ministère de la Justice n'en est pas en reste. Le plan d'action de 2025-2030 du développement durable comporte un axe dédié à la digitalisation du secteur de la justice, et l'un des objectifs du dit axe est justement de dématérialiser
les procédures judiciaires et décisions de justice. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le numérique offre des opportunités considérables pour le système judiciaire. Il peut être un outil essentiel pour améliorer l'accès à la justice, régler un certain nombre de dysfonctionnements comme la lenteur dans le traitement des affaires ou la faiblesse des données statistiques fiables. Également de l'actualité nationale, une commission des finances présidée par Sharmak Moussare, la commission des finances de l'économie générale et du plan poursuivi ce matin, mercredi 27 janvier 2026, l'examen du projet de loi numéro 211 de l'année 2025 de ligne portant sur l'approbation des comptes financiers de l'École nationale d'études judiciaires au titre de l'exercice 2024. La séance qui s'est déroulée en présence du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé de droits de l'homme, Alassane Baden, accompagné du directeur de l'École nationale d'études judiciaires, ainsi que ses principaux collaborateurs. Les échanges qui ont permis d'examiner sur les détails la solution financière de l'établissement. À l'issue des travaux, la commission a émis un avis favorable à l'approbation des comptes financiers de l'école juridictionnelle pour l'exercice 2024. À l'université de Djibouti, le président de l'université de Djibouti, Jama Mohamed Hassan, a reçu aujourd'hui au siège de l'institution Farah Ma'alin, le ministre de l'Éducation de la République fédérale de la Somalie, accompagné de ses proches collaborateurs dans le cadre d'une visite officielle de haut niveau visant à renforcer et approfondir la coopération universitaire et scientifique à Djibouti et en Somalie. Cette visite qui s'inscrit dans un dynamique régional de consolidation des partenariats académiques et de promotion de l'enseignement supérieur comme levier stratégique de développement durable et d'innovation ainsi que l'intégration régionale. Elle témoigne également de l'excellente relation et croissante de l'Université de Djibouti en tant que pôle académique et scientifique de référence dans la Corne de l'Afrique. Au cours de ce séjour, le ministre somalien et sa délégation ont effectué également une visite détaillée du campus universitaire, leur permettant de découvrir les principaux infrastructures pédagogiques et scientifiques de l'université. La délégation a notamment visité l'ARC des labos, plateforme dédiée aux recherches appliquées et à l'innovation technologique, la faculté d'ingénieurs fer de lance de la formation scientifique et technique, ainsi que RESE, laboratoire de recherche spécialisé dans l'énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne, illustrant ainsi l'engagement résolu de l'Université de Djibouti en faveur d'une transition énergétique et de recherche au service du développement durable. Tout au long de la visite, les échanges approfondis ont lieu entre les responsables universitaires et de l'éducation somalienne portant sur les opportunités de coopération, de recherche scientifique, d'échange d'expertise et de transfert de compétences. Le président de l'Université de Djibouti a salué la qualité de relations fraternelles et historiques unissant Djibouti et la Somalie, tout en réaffirmant ainsi l'engagement de l'université à œuvrer activement au rapprochement des institutions d'enseignement supérieur des deux pays. De son côté, le ministre de l'Éducation de l'État fédéral de la Somalie a exprimé sa satisfaction quant au niveau de développement des infrastructures universitaires et de recherche, soulignant ainsi le rôle stratégique de l'Université de Djibouti dans la formation des cadres de l'accompagnement politique public éducative dans la région. Cette visite officielle qui marque une étape importante dans le renforcement des relations académiques entre Djibouti et Somalie ouvre la voie à une coopération durable, structurée, mutuellement bénéfique, fondée sur le partage du savoir et de l'innovation. Également dans l'actualité de cette édition, dans le cadre du processus d'inscription des sites d'art rupestres d'Arboma sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé un atelier de validation de la candidature du site tenu à l'hôtel Escale lundi 19 janvier 2026. La première journée de cet atelier qui s'est déroulée en présence de Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture et au Minasoué, du chef de l'hôtel d'UNESCO à Djibouti, Madame Idil Moussaïe, ainsi que l'expert du Centre de patrimoine mondial de l'UNESCO, Monsieur Lyon Ki, ainsi que la facilitatrice, Dr Amina Sirida Chiré, et d'autres membres de la Commission nationale du patrimoine culturel. Cette commission qui regroupe les représentants des institutions nationales concernées, de la société civile impliquée dans la préparation des dossiers de la candidature. Cet atelier qui s'inscrit pleinement dans la vision du politique du président de la République dans la conservation des patrimoines culturels de Djibouti. Dans une allocution faite à cette occasion, Madame la ministre a officiellement lancé les travaux de l'atelier. Elle a également souligné l'importance stratégique de cette candidature pour la protection de la reconnaissance du patrimoine culturel djiboutien.
les explications de la ministre quant à la stratégie dans la candidature. On l'écoute. Le dossier nous permet de nous structurer, ce qui n'était pas le cas quand on travaillait sur le PCI. Il nous oblige à nous structurer institutionnellement. La loi est sortie, mais vraiment en 4e de vitesse. Mais heureusement que c'était un texte qui existait déjà, donc où il y a eu énormément de concertations. Les experts avaient lu, avaient donné toutes leurs recommandations pour que ce soit ajusté. Et je pense que ce texte-là, on l'a sorti parce qu'on avait vraiment besoin de cette loi cadre pour que tout le monde, toute la population djiboutienne soit mobilisée avec nous et que ce ne soit pas seulement l'affaire de quelques experts ou des amoureux de la culture qui souhaitent avant tout aussi protéger tous les biens que nous avons, que ce soit en patrimoine culturel immatériel, matériel, mobilier ou autre. Donc maintenant, on peut dire qu'avec la loi, ça devient une question de grande importance où tous les Djiboutiens sont mobilisés. On a fait la même chose. Alors, ce texte-là suppose qu'il faudra faire passer plus de 16 textes d'application sous le format de décret. On en a passé 3 qui vont pouvoir très rapidement nous aider justement sur ce processus d'inscription du site de gravure rupestre d'Abourma. On aura le décret qui met en place avec la validation du président de la République, puisque c'est lui qui va signer. Donc ce qui est bien, c'est que cette loi aussi nous oblige dorénavant à mettre tout ce qu'on va porter auprès de l'UNESCO soit déjà validé au niveau gouvernemental et au niveau présidentiel. Donc c'est la mise en place d'une commission qui aura justement, comment on l'organise, quels sont les membres, qui nous obligera à se concerter régulièrement et à ce que tout le monde soit sensibilisé à la question, à s'approprier et de pouvoir après, bien sûr, montrer qu'il y a eu de concertation inclusive, participative et que tous les départements associés à cette question, ils sont nombreux. D'ailleurs, depuis que la loi est sortie, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, je tiens aussi à remercier Ayad, notre ambassadeur, qui est aussi le représentant de Djibouti au sein de l'Auguste UNESCO, qui fait vraiment beaucoup de travail et qui va nous aider, ce que disait Laurence, ce travail de lobbying, puisque nous ne sommes pas les seuls. L'année 2026, c'est vraiment l'année des patrimoines culturels matériels. Je pense qu'il y a plusieurs pays qui sont dans la compétition et Djibouti a toutes ses chances. Et surtout, si Djibouti réussit, c'est que le site de gravure rupestre d'Abourma va être un des meilleurs sur tous les continents africains, sinon mondial, de par sa superficie et son authenticité. Toujours sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi une cérémonie de dédicace a eu lieu avec une étroite collaboration de Somali Speak Campaign, organisée hier après-midi. La cérémonie officielle de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « L'espoir, c'est nous. Ne perds pas espoir pour ton pays » de l'écrivain Abdelkhalik Mohamed Hassan, connu sous le nom de Plume Uré Buba, originaire de Bissasso. Rencontre culturelle qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités culturelles visant à promouvoir la création littéraire et encourager l'expression intellectuelle des jeunes auteurs, à valoriser la littérature comme vecteur de sensibilisation, de citoyenneté et d'espoir pour les générations présentes et futures. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur général de l'ANPC, M. Mohamed Hussein Douali, de haut cadre du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des responsables de l'ANPC, ainsi que de nombreux invités. Cette cérémonie a été marquée par des échanges interactifs, des témoignages ainsi que d'une séance de dédicace au cours de laquelle l'auteur a pu rencontrer ses lecteurs dans une sphère conviviale et enrichissante. À travers cet événement, le ministère de la Jeunesse et de la Culture ainsi que la NPC réaffirment leur volonté commune de faire de la culture un levier essentiel de développement. Ça veut dire l'espoir, c'est nous. Donc c'est un livre qui est optimiste, qui révigore en quelque sorte la jeunesse somalie et qui leur dit ayez confiance en vous, ayez confiance en votre pays et c'est vous qui êtes la force du changement. C'est les jeunes qui peuvent apporter un changement, un autre état d'esprit dans un pays. Et c'est pour ça que le livre est intéressant. Durant 2 demi-journées, le mardi et mercredi, aujourd'hui, des professionnels de la santé de l'ONG Josie
Toulon ont préparé des échanges d'expériences et de débats avec des étudiants et enseignants de l'ISSS en présence de la directrice par intérim de l'Institut. Initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat signé entre l'ONG Josie Champion et le ministère djiboutien de la Santé le 3 mars 2023. Josie Champton en élu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, adjointe de maire de Toulon et directrice de l'Institut de formation des professionnels de santé du Var. Équipe de 24 volontaires composée de médecins professionnels de santé de séjour actuellement en République Djibouti du 18 au 24 janvier. Outre des rencontres avec plusieurs autorités publiques, notamment le ministre de la Santé, Amraouli Abdeli, ainsi que le préfet de Djibouti-Ville, Abdi Hassan Ahmed, ont donc participé à cette réunion. Elle a également réalisé des opérations chirurgicales en collaboration avec l'équipe djiboutienne de l'hôpital Pelletier, notamment dans la pose de fistule pour des patients dialysés en situation d'urgence, tout en participant à des séquences d'échanges d'expériences avec les professionnels djiboutiens de la santé. Des conférences et débats portant sur des thématiques pertinentes et de bonnes pratiques entre les professionnels de santé ont été observés durant cette rencontre. Et de notre partant pour Obok, la ville d'Obok a franchi lundi 19 une étape importante d'amélioration des cadres de vie dans la remise officielle d'un important lot de matériel de nettoyage aux responsables du conseil de quartier d'Obok. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du conseil régional d'Obok en présence des autorités administratives et locales ainsi que des partenaires du secteur. L'événement qui a réuni le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Migani, le président du conseil régional, le chargé du projet de relations publiques de Sovereign Carbon Agency, ainsi que les élus locaux, des femmes leaders représentant le quartier. Cette initiative s'inscrit dans la politique nationale portée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, axée sur la lutte contre l'insalubrité urbaine et la promotion des gestions durables des déchets ménagers. Gilets, sacs poubelles. Alors, cette fructueuse collaboration avec le Conseil régional d'Obok est un espoir pour une ville propre et durable. J'en profite également pour féliciter et encourager le président du Conseil régional et le préfet pour leur volonté à développer leur région de façon éco-responsable. Alors, j'aimerais terminer en rappelant, et c'est important, que si nous pouvons aujourd'hui réaliser ce type de projet et d'action, c'est aussi grâce à notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à son engagement pour un avenir plus durable et plus respectueux de notre environnement. Voici l'intervention du président du conseil régional d'Obok qui remercie l'agence Sovereign Carbon Agency. Aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la distribution des équipements de ramassage des ordures pour le conseil des quartiers. Ces donations nous ont été offertes par Sovereign Carbon Agency, que je remercie particulièrement au nom du conseil régional d'Obok, ici donc représenté par Madame Coran, qui est avec nous. Je remercie également tous les partenaires qui ont œuvré pour que cette journée se passe dans de bonnes conditions. C'est un travail que nous avons commencé depuis longtemps, c'est-à-dire on avait créé il y a plus d'une dizaine d'années déjà les conseils des quartiers qui nous avions équipés à l'époque. Aujourd'hui aussi, ces matériels vont également servir à ces différents conseils des quartiers, les ordures ménagères. Mais ces matériels-là seront utiles pour essayer de voir tous les déchets qui s'amoncellent dans les différents ruelles et dans les différents secteurs de nos différents quartiers. L'objectif étant de vraiment faire en sorte que la ville d'Obok retrouve vraiment une belle image et qu'on puisse faire en sorte que vraiment la propriété soit la priorité. Donc encore une fois, je remercie, comme je l'ai dit, Sovereign Carbon pour cet appui. Je remercie également la préfecture de Bok, ici donc représentée par les préfets, pour la collaboration traditionnelle depuis longtemps qu'on a ensemble. Et je voudrais également féliciter la voirie de Bok et puis Hayuklin et toute l'équipe technique qui a mis en place aujourd'hui dans ce travail-là. Et sur ce, j'ai dit assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
À Scaville, cette fois-ci dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade des douanes d'Ali-Séville, en collaboration avec les éminentes équipes de la police et de l'armée de Biarritz, ont intercepté à proximité des périphériques du secteur de la ville d'Ali-Séville une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion dans le poids total est estimé à 4200 kg de 4. Les contrebandiers filés acheminés dans la capitale. Selon donc la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes d'Ali-Séville, Mohamed Moumin Hassan. Régional à présent, un navire humanitaire turco-qatarien accoste au port du Soudan. Un cargo humanitaire transportant 2428 tonnes de vivres et de matériel d'abri issus d'une collaboration entre la Turquie et Qatar a accosté au port du Soudan, marquant ainsi la première étape d'aide pour les sinistrés. Cette livraison intervient alors que l'ONU alerte sur cette pénurie imminente d'aide alimentaire faute de financement suffisant. Le programme alimentaire mondial a déjà réduit les rations au minimum vital et prévient que les millions de personnes pourraient être privées d'assistance dès la fin du mois de mars prochain. Après 3 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, le pays fait face à une catastrophe humanitaire majeure. Plus de 11 millions de déplacés, 21 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë et des famines confirmées dans plusieurs régions du pays. Les pompiers sont à pied d'œuvre. Un incendie qui a ravagé la région de Franschhoek, à l'est de la ville d'Afrique du Sud. Se sont donc intensifiés dans la nuit alors que la situation semblait jusqu'à là être sous contrôle. Les fortes rafales ont entraîné ces prolifération d'incendies, répandant ainsi le feu vers les collines couvertes d'une végétation dense et extrêmement sèche. Épuisés, les pompiers poursuivaient néanmoins leur combat pour tenter de protéger les habitations et contenir l'avancée du feu, alors que les conditions météorologiques restent défavorables et rend périlleux donc le travail. À Damas, qui reprend donc les prisons et les camps du nord-est du pays après les affrontements. Un cessez-le-feu de 4 jours a été décrété dans le nord-est de la Syrie après l'avancée des forces gouvernementales dans la province d'Asiake, ou qui ont repris le contrôle des prisons, détenant ainsi des combattants de l'organisation de l'État islamique. Ainsi, le camp d'Al-Hol, le retrait des forces démocratiques syriennes, à majorité kurde, ont laissé derrière eux des établissements pénitentiaires vidés dans la confusion. Cette reprise en main s'inscrivant dans une dynamique plus large de reconquête par Damas sur les territoires du pays. Et nous terminons avec ces vagues de froid en Asie, des neiges à record en Russie, chaos des transports en Chine et au Japon. Une vague de froid exceptionnelle a frappé l'Asie, ensevelissement de l'extrême orient russe sur les mètres de neige et ne permettant ainsi de ne pas circuler. En Russie, la péninsule a connu également des chutes de neige plus importantes depuis 60 ans, après plus de 2 mètres de neige tombée dans le pays. Les routes et voitures restent ensevelies sous la neige. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti pour les infos.